Allez, on se dépêche, allez! Vie étudiante et associative. C'est la grande voile! Écologie. Il n'y a pas de voile, abruti! Politique, culture et société. Immersion dans 10 secondes! Et parfois un soupçon de sport. Big shadow. 4 forward, drift into the right roll. Tout le monde est à son poste? Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Au sommaire du sous-marin, aujourd'hui, on reçoit David Rousseau, spécialiste de l'intelligence artificielle. On évoquera ensemble les conséquences du développement de l'IA sur l'environnement. En début de semaine avait lieu le sommet de Paris sur l'intelligence artificielle. À cette occasion, le président Emmanuel Macron a annoncé des investissements privés de 109 milliards d'euros dans les prochaines années. Mais le développement de l'IA, il pose beaucoup de questions éthiques, mais aussi environnementales. Avec nous pour en parler ce soir, David Rousseau, bonsoir. Bonsoir Julien. Vous avez intégré en 2017 l'Institut de recherche en horticulture et semences et vous faites partie du pôle de recherche angevin sur le végétal avec les travaux de l'équipe Imorphen, et vous êtes professeur à l'université d'Angers. Donc selon l'Agence internationale de l'énergie, lorsqu'on fait une recherche sur ChatGPT, on consomme 10 fois plus d'électricité que par rapport à une recherche Google. Ça, c'est une pollution invisible pour les utilisateurs et dont on ne se rend pas forcément compte dans notre utilisation au quotidien. Tout à fait. Donc, ça fait. On en entend quand même de plus en plus parler de cet impact-là. Récemment. Ça a été souligné effectivement lors du sommet. Mais en fait, cette consommation lors de ce qu'on appelle l'inférence, c'est-à-dire le fait où on fait la requête auprès du modèle, c'est ça, constitue finalement une part cachée, certes, mais en fait minoritaire par rapport à tout ce qui est encore caché. C'est-à-dire la consommation d'énergie est beaucoup plus grande si on inclut la production des data centers, des ordinateurs qu'il a fallu créer pour pouvoir faire ces requêtes. Donc toute l'infrastructure coûte beaucoup plus cher que l'énergie consommée lors du calcul intensif qui est nécessaire pour faire tourner le modèle d'IA. Et justement, ces infrastructures en amont de ces recherches, c'est les data centers, c'est ça, voilà, qui consomment énormément? Alors c'est les data centers qui consomment, mais aussi c'est toute l'énergie qu'il faut pour créer ces composants. Donc par exemple là, on a un ordinateur qui nous sert pour le suivi un peu face à nous là dans le studio. Donc est-ce que vous savez par exemple, là c'est moi qui pose une question, combien de kilos de terre en fait il faut extraire pour pouvoir fabriquer ces systèmes-là? J'ai pas le chiffre, non. Alors, le système pèse à peu près 1 kilo, un ordinateur portable, là c'est 800 kilos de terre qu'il faut extraire pour les minerais, les terres rares, etc. Donc ça c'est des chiffres qu'on apprend quand on fait la fresque du numérique qui tourne beaucoup dans les universités, dans les écoles, qui est complémentaire de la fresque du climat et qui donne ces genres de chiffres frappants sur l'impact finalement indirect du numérique, puisque vous commenciez sur ces aspects-là. Il y a aussi un problème avec la consommation d'eau. D'après une estimation de chercheurs de l'Université de Californie, poser 25 questions à ChatGPT coûte un demi-litre d'eau, et les data centers de Google, ils auraient consommé environ 16 milliards de litres d'eau en 2021. Pourquoi on a besoin de tant d'eau Alors il y a plusieurs choses, je pense qu'on pourrait tout compter, on peut tout ramener à quelque chose d'une certaine manière, et donc je pense qu'il y a une part de stratégie de communication qui parle peut-être plus que du CO2. Le litre d'eau parle plus, mais effectivement pour le refroidissement, on va avoir besoin de litres d'eau, mais on va aussi avoir besoin d'eau pour extraire les minerais dont on parlait tout à l'heure. Donc tout ramener en eau aujourd'hui parle beaucoup, qu'on soit dans les inondations comme l'a été dans l'Ouest il n'y a pas longtemps, ou en sécheresse prononcée, comme on l'a vu à différents moments aussi dans notre pays ou partout à travers le monde. Mais il y a aussi donc une consommation de CO2 dont on parle assez peu, qui est plus cachée. Oui, il y a une émission de CO2 liée à la production. Alors, il a beaucoup été dit que, par exemple, Mistral AI, la licorne française qui a été mise très en avant lors du sommet, a dit, nous, on va construire un data center situé en France, et donc ça va être de l'énergie propre parce que on est sur de l'électricité très décarbonée en France,
par l'usage du nucléaire. Donc voilà, il y a une part de ce CO2 qui est liée à ça, mais comme je l'ai dit, 80% de la consommation est aussi liée à la création des systèmes, et ça, c'est moins visible. Hein. Ça représente 4% de l'émission des sources de CO2, mais ce qui est problématique, c'est une croissance exponentielle, et donc alors qu'on devrait être globalement en réduction. Justement, l'intelligence artificielle, en plus de consommer de l'énergie par son utilisation, sa création à l'origine des data centers, elle permet à de grandes entreprises comme Shane d'améliorer sa capacité à vendre ses produits aux clients. Et en fait, ils analysent les préférences des usagers et ils proposent ensuite des pièces créées exprès pour les consommateurs. Là encore, c'est un exemple qui démontre comment l'IA va démultiplier l'impact de l'homme sur la planète. Oui, clairement, on est dans quelque chose qui est lié au culte de la performance. Donc, qu'est-ce qu'on peut accélérer ? Donc, on a vu sur les échanges en bourse, les calculateurs ultra rapides ont permis de faire des échanges. Voilà, et là, on en est à optimiser finalement la consommation, la production, les services du tertiaire, etc. avec ces calculs intensifs. Et donc, je crois que ça, c'est vraiment lié à la question que vous voulez aborder de l'écologie, c'est-à-dire retrouver un contact avec la nature qui n'avance pas à cette cadence-là et sortir d'un culte de la performance. Alors, est-ce que l'IA peut quand même avoir une utilité dans une perspective qui serait de sortir de cette addiction à la performance ? Ça, c'est une question intéressante, quoi, de trouver des niches, plutôt qu'on ait tous finalement accès à ces ChatGPT en permanence. Voilà, c'est des questions ouvertes. Hein. Ouais, on voit qu'on a toujours envie de mieux, de consommer plus vite, oui. Et que pour l'instant, on n'arrive pas à aller d'être raisonnable, tout simplement. Voilà, oui, clairement, on va dans une augmentation des cadences. Donc, une question qui peut se poser, puisqu'on en est encore dans une forme on le sent, de bouillonnement autour de ces IA, les gens les essaient un peu dans tous les sens, c'est de trouver, sous-communauté par sous-communauté, un usage raisonné qui répondrait à de réels besoins déjà. Hein. Donc moi je suis intéressé, là j'ai regardé pendant les sommets, il y a plein de conférences qui ont eu lieu. Hier je regardais une conférence avec des notaires dans différents domaines, etc. Donc chaque sous-communauté se pose la question de à quel besoin ça pourrait véritablement répondre, et peut-être laisser un petit peu l'écume retomber pour une utilisation raisonnée. Voilà. Justement, est-ce que c'est possible en tant que consommateur d'utiliser l'intelligence artificielle avec un impact assez réduit pour l'instant, ou c'est juste pour l'instant il ne faut pas l'utiliser si on ne veut pas impacter ? Alors, donc il existe des versions des IA qui sont réduites. D'ailleurs, Mistral AI a communiqué un petit peu là-dessus, et même le DeepSeek qui est venu après aller dans ce sens-là. Donc, il y a un travail considérable pour réduire la consommation des IA. Nous, dans notre domaine de recherche, on travaille aussi sur ces choses-là pour faire de l'IA embarquée, pour avoir le minimum de consommation énergétique. Mais on sait aussi que tous ces gains produisent toujours un effet rebond. C'est-à-dire que le plus on a diminué, le plus finalement on va avoir envie de consommer. Donc, vraiment, la penser à quel usage véritablement indispensable j'ai besoin. Et si vous permettez, j'ai un exemple d'un usage qui pourrait être raisonné, c'est l'énergie se pose surtout au moment de l'entraînement. En fait, la consommation d'énergie, si on oublie la création du data center, se met au moment de l'entraînement. Donc, il existe des IA qui sont tout à fait interprétables pour les humains, sous forme d'arbres de décision, par exemple, et qui pourraient tout à fait être imprimés, comme la feuille qui est devant vous, et être utilisés comme un outil d'aide à la décision qui ne consommerait absolument plus aucune énergie une fois qu'elle a été imprimée. Donc, par exemple, pour aider des prises de décision médicales dans des endroits où il n'y aurait pas forcément un médecin, et d'avoir ces arbres de décision si je vois tel ou tel, et de passer par un support papier et ne plus faire appel à l'IA. On pourrait l'imprimer une fois en fait, et après ne plus avoir besoin de faire des recherches à chaque fois. Ce genre d'initiative a eu lieu dans des pays où il n'y avait pas accès, dans des déserts médicaux, alors peut-être comme la Maine-et-Loire un jour, et donc plutôt que de mettre des tablettes ou des supports numériques qui ne vont pas forcément avoir une garantie de fonctionnement au moment où on en aura besoin. Donc c'est ça, penser plutôt la robustesse plutôt que la performance in fine. Donc essayer de développer l'intelligence artificielle et en même temps préserver l'environnement, c'est possible, c'est conciliable, c'est pas forcément complètement contradictoire. Alors si... Ou c'est encore oui, je dirais pas ça, mais en tout cas je pense que on est dans la phase intéressante de voir qu'est-ce qui est gadget, qu'est-ce qui pourrait être utilisable, et après, une fois qu'on l'utilise,
l'utilise. On peut aussi se poser la question de comment on le low techies, c'est-à-dire on le rend finalement moins gourmand, comme l'exemple que je viens de citer avec une impression papier, voilà, qui serait une manière d'utiliser. On aurait un service public, par exemple, de l'IA, on pourrait arriver à quelque chose comme ça, et puis qui nous donnerait des versions les moins gourmandes et pour un usage qui soit raisonné. Plutôt que d'avoir tous une carte graphique sur ses genoux pour faire un peu n'importe quoi avec l'IA, ça serait une manière de réguler. Et en parlant de contradiction, tout à l'heure, à l'occasion du sommet international sur l'intelligence artificielle, Emmanuel Macron il a annoncé que 35 nouveaux data centers vont être construits en France d'ici 2030. Et plus généralement, donc, il veut investir dans l'intelligence artificielle. Vous l'expliquiez, on avait avec le nucléaire, ils disent que c'est moins consommateur. Moins consommateur que d'autres usines qui vont être sur une consommation de charbon pour produire l'électricité, comme dans de nombreux pays, comme en Chine principalement, par exemple. Ok. Ouais. Et donc, c'est possible de créer une IA moins... Elle sera moins carbonée en France avec le nucléaire. Mais elle a d'autres défauts peut-être aussi. Il y a les défauts du nucléaire, qui est peut-être une autre émission, mais voilà. Et est-ce qu'il y a des régulations plus au niveau mondial ou national qui existent pour limiter l'impact environnemental de l'IA, notamment au niveau des GAFAM, etc. Alors clairement, là, on n'est pas dans cette course-là actuellement, on est plutôt dans le gigantisme. Actuellement, les plus gros réseaux ont absorbé presque l'entièreté d'Internet, l'entièreté des données d'Internet. Donc on arrive à cette limite-là même. Donc il y a vraiment une volonté de puissance de calcul. Donc est-ce qu'on ira vers du moins 10 ans et du moins consommateur pour ces grandes entreprises? C'est pas les signes qu'elles renvoient pour l'instant. Ouais, c'est pas dans le futur proche. Pour l'instant, tout le monde essaye de se développer. En tout cas, clairement, sur les années qu'on vient de vivre, les 12 années, parce qu'il y a eu un boom au moment de 2012 avec le deep learning, les 12 ou 13 années qui viennent de s'écouler ont clairement été vers des plus gros réseaux, des plus grosses consommations, des plus gros jeux de données, la puissance des données, et d'obtenir les résultats impressionnants auxquels effectivement on assiste, mais pour lesquels on sent qu'il y a une part qui est sans doute gadget, un petit peu mon point de vue, et donc de laisser peut-être retomber un peu l'écume sur certaines choses. Est-ce qu'on va voir prochainement, où on le voit déjà, des conséquences de tout ce développement de l'intelligence artificielle sur l'environnement, sur la planète ? Ça y participe déjà par la contribution au réchauffement climatique et surtout le fait que ça soit en croissance. Donc le côté finalement dématérialisé quand on est derrière son ordinateur fait qu'on est peut-être moins raisonnable que lorsqu'on prend sa voiture ou qu'on va refuser un vol d'avion, etc. On va pas se rendre compte des choses. Voilà, ouais, il y a cet aspect-là qui est peut-être caché. Et je sais qu'il y a des tentatives, par exemple sur les téléphones, pour réduire la vitesse du scroll, parce qu'il y a une dépendance finalement aussi dopamine à toutes les informations qui nous sont envoyées, que ça soit sous forme d'images, de vidéos, etc. Donc de limiter la vitesse à laquelle on peut scroller sur un écran. Donc est-ce qu'on peut mettre des régulations pour que les humains fassent un usage qui soit plus lent et tirent pleinement parti des informations offertes par la puissance de l'IA, par exemple? Ça serait... Ouais, une des solutions, c'est de faire en sorte que les gens comprennent vraiment quelles conséquences ça a chaque utilisation de l'intelligence artificielle dans n'importe quel domaine. Voilà. Alors moi, je suis des années 70, j'ai connu des centres de calcul dans les universités où il y avait encore des systèmes avec des cartes à trous. Donc quand les gens faisaient un programme, ils devaient imprimer des choses en carton, faire des trous donc comme une machine, comme les orgues de Barbarie, et ils passaient ça dans la machine pour que la machine fasse le calcul. Ces gens-là réfléchissaient énormément avant d'envoyer une requête à une machine. Donc là, il y a le danger qu'on puisse finalement rentrer sous une forme de mode d'échange de questions sans jamais réfléchir, sans jamais tourner cette fois notre langue dans la bouche avant d'interroger la machine. Là, je pense que c'est des choses qu'on peut travailler dans le domaine éducatif, de dire comment on va interagir avec cette machine. Est-ce qu'on doit être systématiquement dans un mode essai-erreur? Voilà, donc c'est des choses qui sont ouvertes d'un point de vue éducation aussi. Est-ce que ça existe déjà dans les facs, des universités ou plutôt dès l'école, le collège?
Alors, il y a un certain nombre d'initiatives, je crois, qui ont été évoquées, même si ce n'était pas parmi les thèmes les plus importants du sommet. Il y a un certain nombre d'initiatives dans les universités pour mettre des modules d'initiation à on va dire, de culture intellectuelle pour savoir comment marche ce système, comment les interroger, alerter sur le thème sur lequel vous pointez aujourd'hui, sur les aspects consommation ou éthique que vous avez listé au début. Et donc, voilà, ça va sans doute se structurer de plus en plus dans les universités, puisque je crois qu'il y a un chiffre qui a été donné, plus de 90% des étudiants les utilisent. Donc, comment on cadre ça? Donc, moi, j'avais cours aujourd'hui, on a fait à un moment donné une opération de codage où je leur ai demandé de ne pas l'utiliser pendant la première heure, et ensuite, on a regardé ce que donnait la machine et comparé ce qu'avait fait la machine par rapport à ce qu'ils avaient fait, et de voir l'apport qu'aurait pu avoir la machine, mais aussi comment ils auraient pu ne pas voir l'apport de cette machine s'ils n'avaient pas fait l'effort de réfléchir avant de poser la question à la machine. Voilà, je pense que par des petits exercices comme ça, on peut sensibiliser et puis structurer au fur et à mesure, finalement, rationaliser notre usage de ces outils. Ok. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, David Rousseau, d'avoir été avec nous ce soir pour parler de tout ça. On fait tout de suite une petite pause et on se retrouve juste après Pinoy Funk.